Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis devant une étagère de Blu-ray, comme la majorité des vidéastes cinéma sur YouTube. Mais pour moi aujourd'hui ça a un peu de sens parce que je vais vous faire une série de vidéos qui va commencer par cette vidéo sur ma magnifique collection de films. Voilà, collection de Blu-ray et 4K et DVD. Parce que j'avais envie, depuis très longtemps, de vous partager cette collection et de parler surtout des films avec vous. Alors, je ne sais absolument pas combien de temps je vais mettre par film, combien il y aura de vidéos dans cette série, je sais à peu près combien j'ai de films en tout, j'ai à peu près 1 millier de films, j'ai le chiffre exact, d'ailleurs on va les vérifier. Eh bien écoutez, j'ai le chiffre exact, alors c'est pas les films, c'est le nombre de Blu-ray, j'ai 172 Blu-ray 4K et j'ai 543 Blu-ray, mais alors dans les 543, il peut y avoir des séries de films par moment, parce que c'est des coffrets et ils comptent que 1 sur mon application, et j'ai des DVD en pagaille, mais ça c'est pas bien noté. Voilà, donc en deux mots, on va dire qu'il y a à vue de nez 800 films, donc ça va prendre beaucoup de temps de tous vous les présenter. Donc l'idée évidemment de cette première vidéo, ça va pas être de faire une vidéo de 15 heures, ça va être de faire une vidéo relativement longue, peut-être 1 heure, je ne sais pas, on va voir, et de vous parler de tout ce qu'il y a derrière, et de plonger dedans, et de kiffer en parlant cinéma avec vous. Donc rapidement, je vais un peu expliquer comment je range mes Blu-ray. C'est le bordel parce que je les ai mal rangés, mais mon ambition à la base, vous voyez cette étagère, ok, donc c'est la plus haute. Au-dessus, je vous ferai une vidéo dédiée, j'ai les coffrets qui prennent beaucoup de place, donc j'ai plein de coffrets, mais on les verra une autre fois. Petit teasing, soyez abonnés à ma chaîne, comme ça vous verrez la vidéo sur les coffrets. Bref, non, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de ranger sur les étagères du haut, un peu par ordre chronologique, par réalisateur, mais grand réalisateur dans l'ordre chronologique. C'était pas du tout clair. Je vais refaire, mais en plus clair. Donc j'ai commencé par le réalisateur le plus ancien que j'ai, dont je possède plusieurs films. C'est Frank Capra. Après, il y aura des Hitchcock, et voilà. Et donc j'avance dans le temps avec un peu, en essayant d'avoir un semblant de filmographie. Mais vu que j'ai pas beaucoup de place, il y a des fois où en fait je me retrouve juste à empiler des Blu-ray un peu au-dessus comme ça. Donc ça fout le bordel parce qu'il y a plein de Blu-ray qui sont mal rangés. Et après, globalement, j'ai une étagère un peu en dessous, ça c'est les sagas. Et ensuite, là c'est le bordel, qui est rangé plus ou moins par genre comédie, film de sport, horreur, c'est mal rangé. Et en dessous, vous voyez pas, je ferai une vidéo dédiée, j'ai tous les dessins animés, ça c'est l'étagère pour ma fille, donc les Blu-ray, les Disney, tout ça. Et en dessous, j'ai asiatique, et parce que asiatique, ils n'avaient pas le droit d'être dans les réals, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Alors je dis ça, et là c'est un russe en Asie, c'est Tarkovsky. Bref, je vais dans tous les sens. Et en dessous, il y a aussi le cinéma français. Cinéma français, j'ai beaucoup de DVD, plus que des Blu-ray et des 4K. Mais voilà, donc là, on va commencer par cette partie-là de l'étagère, et on va avancer, et on va voir jusqu'où on va. Donc on commence tout de suite par Monsieur Frank Capra. Donc le premier film que j'ai, je suis pas sûr que ce soit rangé dans l'ordre, c'est 2 DVD de la même collection, de la collection Very Classic. Le premier c'est New York Miami et le deuxième c'est Vous ne l'emporterez pas avec vous. C'est 2 films de Frank Capra. Alors Frank Capra, c'est un réalisateur que je connaissais absolument pas avant cette année. Mais on m'a prêté, il faudrait que je le rende d'ailleurs, on m'a prêté sa biographie, qui est un des meilleurs livres sur le cinéma que j'ai lu dans ma vie, qui s'appelle Hollywood Story, qui est pas évident à trouver, mais en rupture d'édition, c'est un vieux livre qu'on m'a passé, et donc qui raconte l'autobio de Frank Capra. Frank Capra, c'est donc un réalisateur du début d'Hollywood, vraiment, il a commencé dans le muet, dans les années 20, et il a mué... il a mué... Putain, mais ta gueule. Putain, je suis désolé, j'ai mangé trop de sucre, je suis surexcité. Bref, donc il a évolué avec le cinéma, et il est passé donc de réalisateur du muet, notamment il faisait des films, des petits films humoristiques avec un certain mec dont j'ai le Blu-ray quelque part aussi, c'est là, King of Comedy, voilà, hop, King of Comedy, il faisait les films d'un certain Harry Langdon, voilà, donc Harry Langdon, c'est ce monsieur, si je dis pas de bêtises. Et lui, donc, il a fait, Frank Capra a réalisé ses premiers films. Il était gagman avant. Donc, gagman, c'était les mecs qui écrivaient les gags. Il faisait juste ça. Et à un moment, il est quand même passé réalisateur. Il a fini par se brouiller avec ce certain Harry Langdon. Et il s'est retrouvé à la... tout ça, ça se passait à la Columbia, qui était le studio, vous savez, avec la fille à la flamme. Et à l'époque, c'était tenu par un certain Harry ou Henry, les noms, toujours un problème, Henry Cohn, qui est depuis, qui est depuis connu comme étant un sinistre violeur, bref, c'est que des seuls types à l'époque d'Hollywood dans les années 20, mais donc en tout cas, il a commencé sa carrière là-bas, il a pu réaliser des films, il en a fait
énormément, ou beaucoup, démuet. Après, il a évolué dans le parlant, justement. Mais la particularité de New York, Miami, c'est que c'est une comédie romantique. Bon, première particularité. Il a galéré à le faire parce qu'aucune comédienne voulait jouer ce rôle. Le pitch, parce qu'il faut que je pitch les films à chaque fois, c'est une jeune fille gâtée. Oh, c'est pratique, putain, il y a le résumé derrière les Blu-ray, trop bien. Une jeune fille gâtée, qui est jouée par Claudette Colbert, échappe à l'emprise de son père millionnaire qui veut l'empêcher d'épouser un playboy insignifiant dans l'autocar menant de Miami à New York. D'où le titre, mais qui est à l'envers. Allez savoir. En anglais, il s'appelle pas du tout comme ça en anglais. Hein. Il s'appelle Rapapapapa, j'ai oublié, It Happened One Night, un truc comme ça. C'est arrivé une nuit. Donc dans l'autocar menant de Miami à New York, elle rencontre Peter Wyrne, qui est joué par Clark Gable, premier rôle de Clark Gable important, un journaliste insolent qui vient de se faire virer. Mais le bus tombe en panne et le couple impromptu, j'allais dire interrompu, se lance dans une folle randonnée. Prototype de la comédie romantique américaine, film fondateur de la screwball comedy, la comédie de mœurs loufoques, New York-Miami fit date dans l'histoire du cinéma américain, une œuvre ébouriffante, vive et enthousiasmante, qui impose Frank Capra comme l'un des réalisateurs les plus importants du 7e art. Récompensé par 5 Oscars, donc c'est surtout ça, voilà, c'est le film avec lequel il a eu des Oscars, il en a fait d'autres avant. J'ai lu toute sa bio, donc je connais tous ses films de tête, enfin de nom, mais j'ai pas vu tous ses films. C'est pas évident de trouver tous les Frank Capra. En tout cas, New York-Miami, je vous le recommande, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est drôle, ça n'a pas tant vieilli que ça, alors que pourtant ça date de 1930 et des brouettes, 1935, voilà, rien que ça. Voilà, donc c'est évidemment un DVD, il y a peut-être un Blu-ray qui existe, mais en tout cas, c'est toujours compliqué de trouver ceci. Donc après, franchement, New York-Miami, alors pourquoi ça marche bien? Parce que je vais quand même m'attarder sur chaque film, vous allez voir, je vais être super chiant. Non, New York-Miami, il y a Clark Gable, révélation. Vraiment, le mec... En un personnage, il installe toute une imagerie, quelque chose qui, à mon avis, va faire date. Et je pense qu'il a changé une manière de jouer à Hollywood, rien que grâce à ce film-là. Et en plus, voilà, c'est très truculent comme film. Comédie romantique qui a tous les standards des comédies romantiques. Je veux dire, l'espèce de... Vous savez, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la comédie romantique séminale, dans le sens où c'est la comédie romantique... qui va être finalement décalqué depuis, avec le couple qui se forme par quelque chose un hasard du destin, un mensonge qui est au cœur de ce couple, le mensonge qui finit par être révélé, voilà, et finalement, à la fin, tout est amoureux. Vous voyez, bref. Donc New York-Miami, c'est le premier DVD de ma liste. Après, en autre DVD de ces Frank Capra, j'ai donc Vous ne l'emporterez pas avec vous. Alors, je vais pas lire le résumé parce que ça va être insupportable si je fais que lire. Là, on rentre dans du Capra qui est avec James Stewart. Donc James Stewart, un acteur qu'on va retrouver beaucoup dans cette première partie d'étagère parce qu'il a beaucoup tourné avec Hitchcock, qui arrive juste ensuite. Il a tourné donc avec Capra pas mal et je crois qu'il a quand même un peu tourné avec... Est-ce qu'il a tourné avec Billy Wilder? Non, pas trop. Non, un peu. Oui, mais pas les meilleurs films. Il a tourné Lundberg, l'Odyssée de l'aviateur, hein. Mais je suis pas sûr qu'il ait tourné beaucoup avec Billy Wilder. Tout juste est-il qu'en tout cas, il a tourné avec Capra sur Vous ne l'emporterez pas avec vous. Alors, Capra. Je reviens vite fait sur Capra. Capra, il a théorisé, mais avec le temps, en fait, quelque chose qui va devenir, finalement, qui va faire sens après dans le cinéma. Donc, il faut imaginer qu'il était là au tout début du cinéma. Il a théorisé le principe, en fait, d'auteur. D'auteur dans le film. C'est-à-dire que pour lui, il a toujours considéré que c'était un film, un auteur. Et que la personne qui prenait en charge le film, elle y mettait des thématiques, elle y mettait du sens, elle y mettait un propos qui lui faisait sien. Et Capra, en fait, il a vraiment théorisé ça, un homme, un film. Et c'est quelque chose qui va vraiment réussir à imposer au début de sa carrière, enfin en tout cas une fois qu'il aura réussi des succès comme New York-Miami, où il va réussir à faire des films qui le représentent, lui, dans lesquels il peut se reconnaître. Et on va voir dans les films qui suivent, avec un propos qui est quand même... similaire de film en film, en tout cas avec des thématiques récurrentes, ce qui est le principe de la théorie des auteurs, hein, qui est quelque chose qui va arriver beaucoup plus tard dans l'histoire du cinéma, parce que la théorie des auteurs, c'est André Bazin qui théorise ça après la Deuxième Guerre mondiale, parce que, chose intéressante, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France, on a eu un embargo sur les films américains, vu qu'on était occupé par les Allemands, et après la guerre, on a reçu plusieurs films d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup, on s'est retrouvé à recevoir 50 cinémas d'un coup. Et donc, pour une des premières fois, les cinéphiles ont pu enchaîner
des films du même réalisateur. Parce que avant, on voyait les films, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de, voilà, de support physique, on voyait les films quand ils étaient diffusés en salle. C'était pas open bar, quoi. Et là, en fait, ils ont pu enchaîner plusieurs films de même réalisateur qui étaient sortis pendant la guerre. Et en faisant ça, il y a un mec, André Bazin, grand critique cinéma, qui a eu un flash. Et il s'est dit, mais attendez, en fait, quand on voit plusieurs films d'un même réalisateur, on se rend compte que le mec a un propos, que les films, en fait, c'est une continuité thématique, c'est quelque chose qui lui ressemble, finalement, même si les histoires sont pas les mêmes, que les personnages sont pas les mêmes, que les thèmes sont pas vraiment les mêmes, il y a quand même quelque chose qui appartient à un réalisateur de film en film. Et ça, c'est la théorie des auteurs, mais Frank Capra, il l'avait compris et plus ou moins théorisé, parce qu'il en parle dans Hollywood Story, très très tôt, et donc c'est ce qu'il a essayé de faire. Vous ne l'emporterez pas avec vous. Alors autant New York, Miami, il y a ce côté... les riches sont perçus comme des gens très vite relativement mauvais, ou en tout cas sont des gens qui s'amusent de la vie et qui ne sont pas extrêmement fiables. Il y a quand même ce truc-là qui va irriguer toute la filmo de Frank Capra. C'est un peu un réalisateur de gauche, on va pas se mentir. Et pour le coup, là, vous ne l'emporterez pas avec vous. C'est vraiment un film, mais alors, de gauche, voire un art. Donc ça raconte l'histoire... Faut que je me remette en tête parce que c'est pas évident, c'est pas évident. Si, James Stewart, si je dis pas de bêtises, c'est le fils d'un banquier qui essaie de faire des affaires et notamment il essaie de construire des bâtiments. Des bâtiments, il lui manque une maison pour braser tout un quartier et faire en sorte que le quartier devienne un parking, enfin c'est à peu près ça quoi. Et cette maison, elle appartient à un vieux gars qui en fait a une maison totalement où il accueille des gens, il accueille des gens, des gens qui ont des passions, des artistes. C'est un peu une espèce de famille recomposée. Alors, il a aussi sa fille qui habite dedans, une famille recomposée un peu folklorique comme ça. Et en fait, James Stewart, il va se retrouver à tomber amoureux de la fille de ce mec. Et on pense que ça va être une espèce de manigance, mais finalement, il va tomber en adéquation avec la philosophie de ce gars et de toute sa famille sur le rapport à la liberté par rapport à l'argent. Et franchement, c'est un film, et moi j'ai adoré. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, et j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire. Parce que c'est hyper poignant, c'est simple, c'est extrêmement simple, mais c'est très bien fait, c'est joué parfaitement. Il y a des seconds rôles qui sont hyper drôles. C'est drôle, enfin ça le truc qui est fort, c'est que c'est drôle. Et en fait, le propos, il fonctionne encore totalement aujourd'hui. Tu pourrais faire un remake de ce film-là. D'ailleurs, il y a eu quelques remakes de films de Frank Capra. Franchement, ça serait un carton aujourd'hui et ça aurait toujours la même puissance et la même force de propos. Je peux vous dire une petite citation de François Truffaut, François Latruffe, pour les intimes. Capra accomplissait le miracle de nous laisser quitter la salle en reprenant confiance dans la vie. Et oui, c'est ça la grande force de Frank Capra, c'est que c'est un vrai réalisateur humaniste qui croit en l'individu et qui croit en l'humain pour réussir à... En fait, sa vraie conviction, et c'est quelque chose qui revient quasiment de film en film, c'est des hommes qui vont se battre contre le système. Le système va essayer de les détruire, vraiment de les briser, mais ces hommes-là vont être fidèles à leurs convictions et à leurs valeurs, et vont réussir en fait à inverser la tendance et à renverser le système. Quasiment tous les grands films de Frank Capra parlent de ça, et vous ne l'emporterez pas avec vous. Ça parle totalement de ça, donc franchement, c'est du Capra pur jus. Extraordinaire. Alors après on a Horizon perdu de Frank Capra. Alors là encore une fois grand film, 1935 aussi. Donc je crois que c'est un film qui n'a pas très bien marché malheureusement pour lui. Il y tient vachement. Donc je vous lis le résumé. 1935, dans une ville frontière chinoise en guerre, le diplomate et écrivain anglais Robert Conway assure l'évacuation de ses compatriotes. Son avion est détourné vers une destination mystérieuse et s'écrase dans les montagnes du Tibet. Les 5 survivants sont secourus et conduits dans la cité de Shangri-La, un paradis caché où le temps est suspendu dans une atmosphère de paix et de tranquillité. Et alors là, franchement, grosse claque aussi. Donc pareil, là on est sur un personnage qui vient d'un monde qui est en plein chaos, quoi. C'est la Chine qui est en train d'être décolonisée. C'est le bord, ça commence, c'est les émeutes. Et leur avion s'écrase dans les montagnes de l'Himalaya, il y a tout un périple dans la neige, et ils finissent par découvrir cette cité perdue au milieu des montagnes, Shangri-La, qui est un vrai truc, hein, c'est une vraie histoire, parce que c'est adapté d'un roman de James Hilton. Et au contact des gens de cette civilisation, ils vont découvrir une nouvelle philosophie. Alors ça, c'est des films qui marchent vraiment très très bien. Hein. Le concept du mec qui arrive avec tous ses idéaux, toute sa programmation cérébrale et qui se retrouve à se faire influencer par une nouvelle culture et tout. Souvent, ça fait des très bons films. Moi, je les adore, ces films-là. Et ça, Horizon perdu, c'en est un. Pareil, les personnages... Capra, là où il est très fort, c'est
c'est de faire vivre tous les persos, quoi. Là, il y a plein de... Ils sont 5 dans l'avion, et tous les persos, bah, tu t'en souviens, ils sont tous bien joués, ils sont drôles, ils sont émouvants, et il y a une fin qui est vraiment une des plus belles fins des films de Frank Capra. Et cette édition Blu-ray est très belle, pour le coup. C'est restauré en 4K, c'est pas un Blu-ray 4K, mais c'est un Blu-ray. Et il y a pas mal de bonus, il y a un commentaire audio de la restauration, il y a une fin alternative, il y a un reportage sur la restauration, et voilà. Et donc c'est quand même pas mal, écoutez, je vous le recommande, c'est un de ses films préférés à Capra, pour info. C'est-à-dire que lui, il considère que c'est un de ses meilleurs films. Horizon perdu, grand film. Après, on a un de ses chefs-d'œuvre aussi. Hein, top, j'ai quelques Frank Capra, j'arrive au bout. Un de ses chefs-d'œuvre, c'est évidemment Monsieur Smith au Sénat. Mr. Smith Go to Hollywood avec James Stewart de nouveau. Donc là, encore une fois, on est sur du Capra, mais alors 2000% sur le propos. Donc on a Jefferson Smith, jeune politicien naïf et idéaliste, se voit promu sénateur aux côtés de Joseph Payne, politicien rompu à toutes les combines politiques. Ils doivent défendre au Congrès le projet portant sur la constitution d'un barrage, projet s'annonçant plus que juteux pour certains. Smith découvre les non-dits, les corruptions et les compromissions des hommes politiques et refuse de rester un homme de paille. Récompensé en 1939 de l'Oscar de la meilleure histoire, Monsieur Smith au Sénat est une ode intemporelle et émouvante à la force de la démocratie. Et oui, parce que ça raconte encore une fois ça, c'est un jeune mec naïf qui se fait manipuler et qu'on met en poste de sénateur en pensant que il va pouvoir être manipulable facilement. Et en fait, les gens se fourvoient. Monsieur Smith est quelqu'un d'intègre, et c'est son intégrité qui va être mis à rude épreuve, parce qu'il va découvrir qu'en fait, on l'a vraiment mis là pour le bazarder, et qu'on veut du tort à la population, et lui, il va se battre pour la population. Et franchement, grand film, un poil long, si je peux me permettre. Il y a des petites longueurs, mais 2h09, tu vois, 2h09, c'est un peu long pour moi, mais là, on a vraiment James Stewart qui est dans un de ses meilleurs rôles, qui joue... le personnage qui a presque, mais vraiment dans toute sa splendeur, qui a un final énorme. Ça se finit très bizarre parce que c'est un peu long, et pourtant ça se finit, mais alors la fin est ultra rushée. C'est assez particulier. Bon, franchement, c'est un classique, un vrai grand classique. Là, on est pour le coup, on est vraiment sur un film culte. Alors, aux États-Unis, c'est vraiment un film, mais très très important pour eux, parce que justement, c'est un film qui montre à quel point leur système est basé sur le fait qu'il faut qu'il y ait des gens bien au pouvoir, et que ça, la démocratie, ce n'est pas un acquis, c'est quelque chose qui se gagne, c'est une bataille perpétuelle en fait. Pour la démocratie, c'est un film qui a fait pas mal, qui a fait scandale à l'époque dans les milieux politiques et journalistiques, parce qu'ils sont dépeints comme des gros stanches tous. Et à l'époque, ils n'ont pas du tout apprécié la manière dont les journalistes et les politiques étaient dépeints dans ce film. Encore une fois, il y a quand même souvent un binôme, avec, là c'est Jeanne Arthur qu'on avait déjà vu, mais je ne voulais pas citer, dans Vous l'emporterez... Ah merde, mon Blu-ray, mon DVD. Jeanne Arthur, elle était aussi dans Vous ne... Voilà, c'était déjà le même binôme de You Can Take It With You, Jeanne Arthur. Donc écoutez, Monsieur Smith au Sénat... Un culte, un classique, et un peu long, mais voilà, si vous voulez vous plonger dans le Capra, c'est un obligé. Alors là, après, on a L'homme de la rue, Meet John Doe. Alors, j'arrive pas à savoir si le terme John Doe, vous savez, John Doe en anglais, ça veut dire Monsieur X, en fait, plus ou moins, c'est la personne sans identité. Quand on trouve un cadavre et qu'on sait pas qui c'est, on l'appelle John Doe. J'arrive pas à savoir si cette expression vient de ce film. Parce qu'en anglais, ça s'appelle Meet John Doe, avec Barbara Stanwyck, qu'on va revoir un peu plus tard dans les Billy Wilder. Et Gary Cooper. Gary Cooper, là, c'est un peu le film qui va le révéler aussi. 1941. Donc, je l'ai pas vu. Je me suis endormi devant, je l'ai pas terminé. Donc, je vais pas vous faire un laïus dessus. Je sais de quoi ça parle, mais je me permets pas de parler de film que j'ai pas terminé. Donc, mais encore une fois, c'est ultra capresque. Ultra capresque. J'ai regardé les bonus et tout, mais je n'ai pas vu le film. Quel couillon. La vie est belle. C'est peut-être le film le plus connu de Frank Capra. Qui s'appelle en anglais What a Wonderful Life, si je dis pas de bêtises. Écoutez, je pense que c'est son plus connu. Alors, étrangement, c'est un film qui a totalement bidé à l'époque. Voilà, qui a pas du tout eu le retentissement qu'il a maintenant. Donc, La vie est belle, je l'ai en 4K, pour le coup, ça c'est vraiment un Blu-ray 4K Ultra HD. Alors, comment aborder ce film? Parce que Frank Capra, il s'est passé, en fait, ce qui est hyper intéressant dans sa bio, c'est que il parcourt, en fait, quasiment, il commence dans les années 20, il finit dans les années 60, 40 ans, 50 ans d'Hollywood, à peu près, et vraiment au cœur d'Hollywood, quoi. Et donc, il dépeint plusieurs phases qui, en fait, se sont entremêlées.
enfin, se sont pas entremêlés justement, mais oui, on finit on est passé de l'une à l'autre, mais un peu comme on peut observer depuis, hein, Hollywood, c'est très fluctuant la manière dont le système a fonctionné. Et donc, notamment, il a donc commencé dans un monde qui était régi que par les studios, où les auteurs, les artistes étaient les stars à l'écran, les stars du muet par exemple, un mec comme Chaplin ou un mec comme Buster Keaton, voilà, c'était eux les stars et c'était eux qui dirigeaient en fait ce qu'ils voulaient faire, et les studios étaient derrière et alimentaient la machine, et les réalisateurs étaient vraiment des gens absolument pas importants. Après, on a doucement migré vers une phase où les réalisateurs ont commencé à prendre de l'importance, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec cette magnifique période années 30, années 40, alors là, avec le début du parlant, où on a des réalisateurs justement comme Hitchcock qui ont vraiment commencé à émerger aux États-Unis. On a aussi des mecs comme Billy Wilder, comme Cecil B. DeMille, comme Frank Capra. Et la guerre, en tout cas pour Capra, c'est venu chambouler les choses parce que lui, il allait travailler pour le service américain de service des armées où il a créé toute une série de vidéos qui s'appelle Why We Fight, pourquoi nous combattons, qui était assez intéressante, qui était une manière de détourner les vidéos de propagande nazie et japonaise, surtout nazie, parce que le jour où il a vu Triomphe d'une nation de Leni Riefenstahl, là, le film, il s'est dit on va perdre la guerre à cause de ça. Vraiment, ils sont trop forts ces Allemands. Et en réfléchissant à ça, il a dit mais en fait ça peut être une vraie source de motivation pour comprendre pourquoi on se bat en fait. Et donc il a détourné les images de propagande, ce qui était plutôt malin, dans toute une série de vidéos. Donc il s'est retrouvé vraiment à l'armée à travailler. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Five Came Back, je crois, sur plusieurs réalisateurs, 5, si je dis pas de bêtises, qui ont donc travaillé pour le service de l'armée pendant la guerre. Donc il y a John Ford, tu as John Ford dans les réalisateurs dont je parlais justement qui ont émergé dans cette période d'avant-guerre, il en fait partie. Il y a John Ford, il y a John Huston, bon bref, je n'ai pas tous les noms en tête, mais il y a 5 réalisateurs, dont Capra. Le documentaire est assez intéressant sur Netflix. Et donc La vie est belle, c'est un des films qu'il a fait au retour de la guerre. Et au retour de la guerre, ça n'a pas été si évident pour lui. Alors il a créé sa propre boîte de production. Et en fait, il va pas faire tant de films que ça parce que ça n'a pas ultra bien marché malheureusement pour lui. Donc pour le coup, là, c'est vraiment produit par Frank Capra. Bon, c'est considéré comme un chef-d'œuvre aujourd'hui. Donc l'histoire, on est sur le personnage, encore une fois, de James Stewart, qui s'appelle George Bailey. Alors attendez, je vais essayer de me remettre parce que je ne l'ai pas vu depuis un bail, moi. Donc je vais vous lire. George Bailey met de côté ses rêves de voyage à travers le monde pour diriger l'entreprise de son père et protéger la population de Belfort Fall contre Monsieur Potter, cupide homme d'affaires. Donc encore une fois, on est sur vraiment un sujet, mais alors caprien, capresque de total. C'est un peu toujours David contre Goliath, hein, les films de Frank Capra. Donc quand une erreur coûteuse pousse George au bout du désespoir, la visite d'un ange bienveillant montrera à George comment la vie d'un homme bon peut définitivement changer le monde. Donc le vrai principe, c'est un truc que vous avez vu aussi on voit aussi pas mal dans le conte de Noël, comment il s'appelle, de Scrooge, qui est le principe en fait que George, il va se retrouver à voir quelle aurait été la vie sans lui. Et ça va remettre en considération toute sa notion de son existence. C'est un film qui, pour moi, met un peu de temps à vraiment être fort, mais alors, par contre, la dernière demi-heure, 40 minutes, c'est extraordinaire. Et James Stewart est énorme, et c'est vraiment un supra-classique de chez classique. Vraiment, La vie est belle de Frank Capra. Une fois que vous voyez ça, c'est peut-être vraiment le film le plus j'ai envie de dire, capresque, vraiment qui résume toute sa pensée dans un film, et surtout qui va être très influent par la suite. Vous l'avez dans plein de films, dans beaucoup de films qui s'inspirent de Capra, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que Frank Capra, il a presque inventé un style de film en fait, et il y a des réalisateurs qui après ont fait des films à la Capra. Spielberg, quand il fait Le Terminal, il fait un hommage à Frank Capra, mais vraiment, et c'est ouvert, c'est même pas dissimulé, quoi. C'est vraiment un hommage. Il veut faire un film comme un film de Frank Capra. Et il y a moyen que dans le film, il y ait des images de La vie est belle. Moi, je pensais à la série Ted Lasso, qui est une série pareille, Frank Capresque. Et à un moment, le personnage, il regarde ça, évidemment. Parce que c'est vraiment, la série, c'est pareil, Ted Lasso. C'est le mec bon, qui reste fidèle à ses valeurs, qui est mouvementé dans tous les sens par diverses influences et corruptions, mais qui reste droit dans ses bottes. Qu'on traite de naïf, et voilà. Alors évidemment, il y a plein de Frank Capra qui me manquent, hein. Il me manque des très importants. Il me manque Mr. Deeds,
qui a été remaké avec Adam Sandler. J'avais adoré le remake quand j'étais jeune et je l'ai revu là, c'était horrible. Il m'en manque plein, il a une carrière énorme, et notamment après il a fait aussi des films avec Frank Sinatra, et après il a vécu une autre période justement, celle avec Frank Sinatra, donc après La vie est belle, où Hollywood avait changé et les réalisateurs étaient plus aux commandes, et c'était maintenant de nouveau le monde des stars. C'était intéressant parce que c'était que parce qu'on avait une star dans son film que les films se faisaient, et c'était les stars qui étaient vraiment maîtres du bateau. Donc il dépeint tout ça dans sa bio, et c'est franchement fascinant. Ça nous explique, je vous invite à le trouver, son livre, comment Hollywood a vécu ses débuts. Là c'est tout début, mais c'est, on va dire, une fois, c'est passé les années 20, comment il a vécu jusqu'aux années 60 avec tous ces changements, et c'est vraiment une histoire fascinante. Oh, après Frank Capra, on arrive sur un gros morceau. Alors là, je pense que la vidéo, ça sera juste ces deux réals pour démarrer. On arrive sur Monsieur Alfred Hitchcock. Voilà. Donc Alfred Hitchcock, j'en ai pas mal. J'ai essayé d'en avoir le plus possible. Alors, on commence par Meurtre, qui est un de ses... Oula, ça c'est un vieux film. Hein. Il date de 1930. Donc là, on est vraiment, c'est sur son époque encore britannique, Hitchcock. Moi, j'ai pas trop aimé Meurtre. Donc, c'est accusé de meurtre de sa colocataire, la jeune actrice Diana Baring, est condamnée à mort. Seul le dramaturge bien connu Sir John, qui participe à l'audience en tant que juré, a des doutes sur la culpabilité de la jeune femme. Il va mener l'enquête par lui-même et trouver la piste du vrai meurtrier. Bon, j'ai pas du tout adhéré à ce film-là. Après, je sais pas pourquoi. Je l'avais lu quelque chose de dithyrambique dans un capture mag dédié à Psychose, je crois. Et ça m'avait un peu trop chauffé. En fait, le film, j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans. Ce qui est intéressant, c'est que Hitchcock a fait le même film en allemand. Parce que c'était quelque chose qui se faisait à l'époque. Les films étaient par moments tournés 2 fois. On va le revoir un peu plus tard quand on arrivera dans les Universal Monsters. Parce que des fois, il réexploitait les décors et il tournait souvent de jour et de nuit. Alors, c'était pas toujours les mêmes réalisateurs qui faisaient 2 fois le film, mais ils utilisaient les décors pour refaire le même film dans 2 langues différentes, avec des castings différents, parce qu'il n'y avait pas le doublage encore. Et donc, il a fait exactement ce film, Murder, il l'a refait en allemand. J'ai pas grand chose à dire dessus, je m'en souviens mal, et je me souviens juste que j'avais trouvé ça un peu laborieux, et que j'avais pas particulièrement apprécié. Après, on a 3 films de l'époque anglaise que j'ai pas tout vu, donc j'ai vu que. Donc les 3, c'est Une femme disparaît, The Lady Vanishes, ça a l'air pas mal, mais j'ai pas vu. Jeune et innocent, Young and Innocent, j'ai pas vu non plus. Et Agent secret, Sabotage, ça j'ai vu, ça c'est pas mal, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Il y a une séquence horrible, alors je vous pitch, ouais, compliqué. En 2 mots, il y a des gens qui suspectent un terroriste d'habiter dans un cinéma. Voilà, enfin d'être le propriétaire d'un cinéma. Et c'est une enquête qui se resserre. Il y a une séquence horrible avec une bombe et un enfant. Moi, je trouve que dans les... je les ai pas du tout vus tous en anglais, mais en tout cas, j'ai largement préféré Agent secret, Sabotage, que Murder. Il y a Londres qui est plutôt bien filmé, et voilà quoi. Alors après, il y a les 39 marches. Ah non, moi, j'ai dégoté il y a pas longtemps en DVD Correspondant 17, que j'ai jamais vu encore. Donc pareil, là, je crois que c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Hein. Moi, je sais pas, je l'ai pas vu. Donc ça, c'est les Hitchcock que j'ai pas vu. Et après, je me suis fait un gros run Hitchcock pour rattraper un peu tout ça. Parce que, mine de rien, c'est réalisateur majeur. Hein. Donc, j'ai vu Rebecca, qui est son premier film américain, qui est l'adaptation d'un roman sur une femme qui se retrouve à devenir en couple avec un homme très riche, qui est issu d'une... Elle est très pauvre, elle vient d'un milieu modeste, et elle se met en couple avec un homme très riche qui est endeuillé, un veuf, dans un grand manoir, et en fait, il y a la présence de son ex-femme, Rebecca, mais qui n'est jamais là, mais qui plane au-dessus de cette maison. Donc c'est un peu un film de fantôme sans fantôme, parce que Rebecca est là sans être là, et la femme va être obsédée par le fait que cette Rebecca est là. Est-ce que le mari l'a tuée, pas tuée, comment elle est morte, qui elle était vraiment, enfin... C'est vraiment tout un truc on tombe un peu dans la paranoïa d'une femme qui se fait hanter par quelqu'un qui n'est plus là et qu'on ne voit jamais, et c'est très fort. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Il y a Laurence Olivier, John Fontaine, le casting est énorme, et c'est aussi une espèce de masterclass de DA, de narration visuelle, de suggestion. Il y a une séquence qui est assez magique
sur toute une description où il fait vivre le personnage alors qu'il est même pas là, juste en faisant des mouvements de caméra à vide, comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment un grand film. L'édition que j'ai est assez généreuse. Il y a les entretiens d'Hitchcock-Truffaut, il y a un documentaire, bref, il y a pas mal de choses. C'est vraiment un film à voir. Donc ça, là, on est sur les films produits par David O. Selznick, qui est la première période américaine de Monsieur Alfred. Et on va avancer, parce que je crois qu'il en a fait un autre, Selznick, si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout. Ça, c'est RKO Pictures. Bon, bah, en tout cas, on retrouve Jeanne Fontaine, et on retrouve pas Cary Grant, enfin, pas Olivier, Richard Olivier, je sais plus comment il s'appelle, Laurence Olivier, pardon, mais Cary Grant dans Soupçon, d'Alfred Hitchcock de nouveau. Soupçon, écoutez, film qui fonctionne pas mal, un peu redondant sur le principe. Donc, encore une fois, on est un peu sur le même principe, sur un jeune mec. Donc, la douce et riche Lina McLeodlow, Jeanne Fontaine, donc là c'est l'inverse, c'est elle qui est riche, rencontre le séduisant Johnny Exgard, Cary Grant, dans un train. Elle tombe sous son charme. Malgré le sans-gêne et la désinvolture du playboy, contre l'accord de sa famille, Lina l'épouse. Le couple s'installe dans une somptueuse maison, mais rapidement Lina apprend que Johnny n'a jamais travaillé et qu'il est sans le sou. Accusé d'importants détournements de fonds, Johnny est renvoyé de son travail. Peu de temps après, son meilleur ami Bicky est retrouvé mort à Paris. Les soupçons de Lina grandissent. Elle soupçonne alors Johnny de vouloir la tuer. Et c'est vraiment, ça marche très très bien. Là, on est sur une masterclass de suspense, de comment chaque séquence te fait penser quelque chose, te met de la puce à l'oreille, et la séquence d'après, elle te l'annule, et t'avances comme ça, de puce à oreille, et t'es totalement perdu à la fin. T'es comme le personnage principal, t'es comme Jeanne Fontaine qui est paumée, qui sait plus si son mari c'est un sale type ou un mec correct, s'il dit la vérité, s'il lui ment. Voilà, on est totalement perdu. Il y a une séquence qui est assez mythique avec le lait, où il a mis une ampoule dans le lait, parce qu'il y a tout un enjeu autour d'un verre de lait, si je dis plus, c'est dans ce film-là, je crois. Voilà, donc on est sur vraiment du Hitchcock. Là, on est sur quelque chose de très... c'est pas du tout celui que je préfère. Il a un côté un peu redondant dans la mécanique, justement, parce que c'est vraiment une séquence, on le soupçonne, la séquence d'après, on le décrit, enfin, on finit par le croire, une séquence, on le soupçonne, ça, un peu redondant, mais je suis quand même admiratif de la maîtrise de la mécanique de suspense. Le mec est trop fort, et en plus, en termes de mise en scène, il y a beaucoup d'idées, justement, pour appuyer chaque petit détail. Je veux le mettre de côté, parce que j'ai besoin de me refaire un polar avec, justement, le côté suspicion. Donc, vous voyez, grâce à cette vidéo, j'aurai mis de côté un film que je vais me faire très prochainement. Après, on enquille avec The Grand Alibi. Je ne sais pas pourquoi je parle en anglais, Le Grand Alibi. Donc, on est... est-ce qu'on n'est pas de nouveau à Londres? Non, on est encore en Amérique, hein, là. J'avoue que j'ai pas toujours les dates. 1950. Parce que pour info, Rebecca, qui est son premier film américain, c'était réalisé, moi je pense que c'était en 40, voilà, 1940. 1950, donc il y a quand même 10 ans. Je sais pas si je suis dans le bon ordre, mais bon, je fais au mieux. Pas mal. On est sur étudiante en art dramatique. Eve Gill se prête pour tous les rôles. Déguisée en femme de chambre, elle se fait prendre au service de la très célèbre actrice de théâtre Charlotte Inwood. Son but, prouver que Charlotte est coupable du meurtre de son mari, qu'elle fait endosser par Jonathan Cooper, un ami d'Eve. Donc oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un ami d'Eve qui est accusé du meurtre du mari de la grande actrice, qui est jouée quand même par Marlène Dietrich. C'est un film qui, à mon avis, a fait date dans l'histoire du cinéma pour une raison, vraiment. Bon, je me le permets, c'est une forme de spoil. C'est un des vrais premiers films à twist. Mais vraiment, quand je parle de film à twist, c'est un vrai twist dans les règles de l'art du twist, comme on l'imagine, avec les films de Shyamalan, Sixième Sens, ou le Usual Suspect. On est vraiment... Il y a un vrai rapport. En vrai, c'est vraiment le film séminal de Usual Suspect. Et ça marche très bien. Moi, je me suis totalement fait cueillir. C'est génial de se faire cueillir par un film qui a 70 ans. C'est trop bien, quoi. Donc, franchement, dans ces Hitchcock pas trop connus, Le Grand Alibi, il vaut vraiment la peine. Parce qu'encore une fois, là, on est sur sa période polar, thriller, où il gère beaucoup trop bien. Et il est beaucoup trop fort. Ensuite, de chez Hitchcock, on a L'inconnu du Nord Express. Oh, c'est un des meilleurs, celui-là, je pense. Le pitch, il est simple. Deux mecs dans le train qui se rencontrent par un espèce de dialogue. Un peu, il y en a un qui prend ça pour une blague et l'autre qui est très sérieux. Ils proposent chacun de tuer
le père de l'un et la femme de l'autre. Comme ça, bah, ils se rencontreront à un train, il n'y aura pas de connexion entre eux et machin, sauf qu'il y en a un qui les connaît et l'autre il l'a pris au sérieux. Donc il y en a un, il va vraiment commencer à pousser l'autre à essayer de tuer son père et à se convaincre que s'il tue sa femme, et ben, l'autre va tuer son père, quoi. Et donc on a affaire à un vrai psychopathe de cinéma que je trouve très très facile, très très fort. L'acteur qui joue ça, j'ai oublié son nom. Je pense que c'est Russ Roman. Non, Robert Walker. Ouais, c'est Robert Walker qui joue le méchant là, et il est flippant. Il y a une fin qui est vraiment assez dantesque, notamment sur un manège, et techniquement c'est très impressionnant, alors que ça a été fait à belle lurette et qu'on voit que c'est suranné un peu, mais il y a quand même une vraie atmosphère. Il y a encore une fois la mécanique de suspense là, elle est poussée à son paroxysme sur une séquence. Il y a une séquence avec un briquet, quelqu'un qui galère à l'attraper, tout un truc de timing où on se dit qu'un meurtre va arriver, est-ce qu'il arrivera à temps ou pas, est-ce qu'il aura l'information que... Mais vraiment, c'est parfait. On est sur un des gros films de gestion du suspense et de la tension, et là, je ne peux que m'applaudir. Il y a la fille d'Hitchcock qui a un rôle assez important. Voilà. Bon, bah, c'est un de ces grands classiques, avec en plus une fin relativement, vraiment drôle. Bon, je vous le recommande, c'est un de ses films les plus connus. Après, on a The Law of the Silence, dans La Loi du Silence, film qui est tourné au Québec, à Québec City, la capitale du Québec, avec Montgomery Clift et Anne Baxter. Alors là, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que le principe, c'est globalement un prêtre qui, bon, je vous lis le résumé, hein. Michael est un prêtre. Comme tel, il est tenu par le secret de la confession, aussi lueur soit-il. Quand Otto Keller vient à lui, putain, je ne sais pas lire, vient à lui pour lui avouer que, revêtu d'une soutane, il vient de commettre un assassinat, le père Michael ne peut que taire cette révélation. Et quand la police soupçonne le père Michael du meurtre, vient l'arrêter, celui-ci refuse de parler. Car Michael est fidèle à ses convictions. Donc, tandis que le meurtre reste tapis dans l'ombre, le prêtre doit affronter la justice à un procès où il sait qu'il risque sa vie. Ça, on est pas mal quand même. Là, on est sur du high concept. Donc, un prêtre, un mec qui va confesser son meurtre à un prêtre et qui s'est fait passer pour un prêtre. Donc, c'est le prêtre qui est accusé, mais vu qu'il respecte la loi du silence et le secret de la confession, il ne peut pas le dire. Et en plus, il y a un passé qui surgit avec une femme. C'est énorme. Montgomery Clift, moi, je l'ai trouvé fascinant. C'est un acteur que je connaissais vraiment pas bien. Et c'est avant qu'il ait eu un accident. Il a eu un accident qui lui a un peu modifié le visage. Et en tout cas, ça, là, c'était au moment où il était en pleine ascension. Il fait partie des acteurs de la méthode acteur. Donc la fameuse méthode Stavisky. Oh là là, les noms, je ne sais plus. Mais la méthode qui a été importée de Russie. Stanislavski. Voilà, qui fait partie un peu d'Acteur Studio, qui est ce principe je vais mal le dire, mais j'ai lu le bouquin dessus en plus comme un boulet, qui fait partie en fait du fait de jouer en fait le fait de revivre en tant qu'acteur, tu revis les choses du personnage. Donc, en deux mots, c'est une forme d'incarnation totale du rôle, et c'est la méthode que va employer beaucoup d'acteurs au début des années 60, notamment, mi des années 50, notamment Marlon Brando, notamment James Dean, et ça fait des rôles très intenses, avec un côté justement... c'est très décrié comme méthode aujourd'hui parce qu'il y avait un côté un peu violent et machisme dans la gestion, dans le côté masculin. Bref, en tout cas, c'est intéressant, c'est que c'est un choc des principes parce que pour le coup, Hitchcock, c'est quelqu'un qui construisait ses films de manière totalement inverse à comment un acteur de la méthode peut penser. Lui, il storyboardait tout, il avait un rapport très poussé sur, en fait, on fait d'abord ce qu'il faut pour le film. Et il y a une anecdote qui m'a fait marrer dans les bonus, qui moi pas parce que voilà, je connais comment ça se passe sur un plateau, et j'ai vu des situations analogues assez souvent entre incompréhension entre metteur en scène et acteur. À un moment, Montgomery Clift sort donc d'une salle du tribunal, et il y a la cloche d'une église qui sonne, et il regarde le clocher de l'église, et en fait c'est là où il va aller après, quelque chose comme ça. Et deux mots, Hitchcock lui voulait que le personnage sorte, regarde l'église, cut sur l'église, le personnage réfléchit et part. Comme ça, on comprenait qu'il allait à l'église. C'était à peu près son montage en tête, Hitchcock. Mais Montgomery Clift n'arrivait pas à trouver de justification à son personnage pour regarder l'église. Pour lui, il sortait d'un truc traumatisant, que l'église sonne, il en avait rien à foutre. Et il n'arrivait pas à se raconter, dans son personnage, ça n'avait pas de sens pour lui qu'il regarde l'église à ce moment-là. Hitchcock, il était devenu ouf, parce qu'il disait, mais en fait, je m'en fous. J'ai besoin, pour faire la coupe que je veux sur ce clocher, il faut que tu la regardes.
Donc tu regardes l'église, je m'en fous que ton personnage, à ce moment-là, tu considères qu'il n'a pas le droit de regarder l'église parce qu'il pense à autre chose, tu me regardes cette putain d'église. Et ils se sont frités. Et vraiment, on voit que bah, c'était deux différences d'approche. Il y en a un qui était dans la sensation du rôle, est-ce que le personnage, à ce moment-là, sent la chose, et l'autre qui était dans le rapport technique. Et tu vois que c'est un réalisateur hautement technique, c'est ça qui est intéressant dans sa carrière, parce qu'on voit que c'est un mec qui, en fait, arrive à créer des films de manière très composite, avec des technologies les plus avancées du moment. Et donc, bah, justement, il a fait... à ce moment-là, ils se sont frités. C'était un peu deux approches qui n'avaient rien à voir. Le cinéma vérité, un peu d'un côté, qui est le côté, bah, je vis les trucs à fond, je m'incarne du rôle, même quand on dit couper, je suis toujours dans le rôle, ce genre de technique. Et Hitchcock, qui est bah, très technique, justement, avec le côté, non, en fait, on fabrique un film, ce n'est qu'une accumulation d'artifices, un film, pour Hitchcock. Et c'est ça qui est hyper intéressant, parce que plus on avance sa carrière, plus ça va être probant, ce que je raconte, parce qu'on va voir un peu les différents... artifice qu'il va utiliser de manière récurrente. Après, donc on a Le Crime est presque parfait, un film qui était sorti en 3D à l'époque que je n'ai jamais pu voir en 3D. Bon, là on est sur un huis clos du velours, hein. Moi j'adore ce film. C'est un grand film. Donc le principe, c'est un mec qui... C'est quoi? Alors, parce que j'ai pas envie de le spoiler comme un con en donnant le résumé, mais la riche Margot Wendis, épouse d'un ancien champion de tennis, Tony, a une liaison avec un romancier américain, Mark Halliday. La disparition d'une lettre que son amant lui avait adressée la plonge dans l'inquiétude. Son mari, le voleur de la fameuse lettre, connaît sa mauvaise fortune et s'inquiète également. Il craint que sa femme ne parte avec l'écrivain et ne le prive de sa vie oisive et mondaine. Le laissant sans le sou, il rumine alors un plan pour se débarrasser d'elle et hériter de sa fortune. Donc c'est adapté d'une pièce de théâtre. Oui, donc c'est en effet... c'est comment bah, un plan parfaitement rodé va être mis à... va échouer à cause d'un micro-détail. Et franchement, échoué ou pas d'ailleurs, je vous dis pas. Mais non, bah ça, là on est sur du pareil, on est magnifique. Hein. Bon, il gère le huis clos de manière très efficace. On est dans un appartement, un salon quasiment tout le film. Il y a Grace Kelly, c'est je crois peut-être son premier film avec Grace Kelly. C'est un grand film. Je sais pas ce que je peux dire d'autre à part qu'on est sur encore une fois une gestion du suspense. Moi qui adore les côtés. J'adore quand un détective débarque et que putain il comprend tout, quoi. Et là, le détective qui débarque, je peux vous dire qu'il est pas mauvais. Il est pas mauvais, le détective. Et c'est dû à... Ouais, c'est ça, il y a un petit détail qui change tout le film, et j'adore aussi. Ça tient vraiment à un micro-détail de merde, tout ce qui se passe. Et franchement, c'est top. Super film. Super film. Après, on a Le Faux Coupable. Alors ça, c'est des DVD, hein, tout ça. C'est pas des films que j'ai en Blu-ray. Parce qu'Hitchcock, vous allez voir, j'en ai pas beaucoup en Blu-ray finalement. Enfin, il y en avait quelques-uns. Rebecca, c'était du Blu-ray. L'Inconnu du Nord Express, c'était du Blu-ray. Mais ça, c'est des films que j'ai eu en plusieurs exemplaires. Enfin, parce que j'avais acheté un coffret Hitchcock en DVD. Donc là, tous les DVD viennent d'un vieux coffret Hitchcock que j'avais. Après, on m'a offert un coffret Hitchcock en Blu-ray. Donc j'ai plein d'autres films en Blu-ray. Mais alors là, ça va prendre une éternité. Et je sais qu'il y a des coffrets 4K. David me les a prêtés, The Film Tucker, qui sont magnifiques aussi, donc voilà. Hitchcock, on continue avec Le Faux Coupable, alors là, je suis plus du tout si je suis dans l'ordre, hein. Parce que 56, je pense que Le Faux Coupable, je les avais plus ou moins, mais là, il y en a d'autres, en fait, dans l'ordre. Parce que, en fait, j'ai été trop vite en besogne, oui. Et oui, parce que là, j'ai été beaucoup trop vite en besogne. Avant tout ça, il y a La Cinquième Colonne, L'Ombre d'un doute, qui sont avant le Faux Coupable. Et je pense même La Corde, et peut-être même Fenêtre sur cour. Tout ça, c'est avant. Bon, bref. On va passer quand même sur Le Faux Coupable avec Henry Fonda. Donc là, on est sur Hitchcock qui fait du cinéma vérité, justement. On part sur un mec qui est accusé d'un crime qu'il apparemment n'a pas commis. Et on va suivre comment bah, une erreur judiciaire peut avoir lieu et les conséquences que ça peut avoir sur la vie de son entourage. C'est très surprenant comme film. Parce que là, encore une fois, on est sur quelque chose d'extrême... Enfin, encore une fois, non, parce que justement, c'est la première fois avec Hitchcock qu'on est sur quelque chose d'extrêmement dépouillé. Très sobre, techniquement. Alors qu'il sort justement de gros films. Il sort de films, si je crois, vraiment en 56. Je me demande si y a les dates ou pas là-dessus. Je me demande s'il n'y a pas Fenêtre sur cour, si c'est pas vraiment celui d'après. Ou un truc comme ça, tu vois. Rear Window 54, voilà. Donc, tu vois, là, il vient de faire Fenêtre sur cour. Et je crois qu'il vient de faire même... Excusez-moi. Je crois qu'il vient de faire... Non, pas La main au collet. Je crois. To Catch a Thief, c'est La main au collet. Ah là là, il n'y a pas la date. Ah, quel malheur. 54.
C'est ça. Donc là, il est vraiment dans sa période fast, où il a fait des gros films. Il a fait donc La main au collet, qui se passe en France, à la côte d'Azur. Il a fait Fenêtre sur cour, qui était le plus gros studio jamais construit. Bon, il est en feu. Là, il est au summum de sa fame. Et il fait un film qui a rien à voir avec tout ça. Qui reste un thriller, mais qui est un thriller formellement super bizarre. Pas bizarre, justement. Super minimaliste. Vraiment très sobre. Avec une narration pas du tout basée sur le suspense ou quoi que ce soit. Bref, on est juste avec Henry Fonda et on vit son tourment. Et c'est assez déroutant. Moi, j'ai pas trop aimé, mais sur le moment, le visionnage. Et en fait, plus j'y pense, plus je me dis, putain, remis en perspective dans le reste de sa filmo, c'est un film vraiment surprenant. Donc là, malheureusement, on arrive sur cette espèce de coffret que j'ai, qui appartient d'ailleurs pas à moi, qui appartient à ma femme, qui est un coffret, alors vous voyez pas, mais qui était vendu, si je vais vous la sortir quand même, hop, qui était vendu à l'époque, alors c'est un coffret Jacques Demy, rien à voir, qui était vendu en fait, hop, comme ça, la maison de Psychose, en coffret, avec le mec de Fenêtre sur cour à la fenêtre, les oiseaux, là c'est pas de Printemps pour Marnie, je pense, le bisou, ou non, ça c'est Vertigo, là en bas, bref, il y a une petite référence, donc qui était un coffret, et dedans, dans cette magnifique maison, il y avait 4 Blu-ray, qui forment le visage du maître, tu vas sur la tranche, tac, voilà, hop, je l'ai mal fait, mais voilà, et sur ces 4 Blu-ray, à chaque fois, il y a 4 films, donc ça fait quand même 4 x 4, 16, donc autant vous dire qu'on va pas faire les 4 films tout de suite, parce que là, sinon, je ne finis pas cette vidéo. Donc peut-être que on fera le coffret Hitchcock pendant qu'on fera les coffrets. On fait ça, on fait une petite pause Hitchcock et on reviendra plus tard. Voilà, donc ça, pour Hitchcock, on reviendra faire ce coffret plus tard. Et le dernier que j'ai, il y a Correspondant 17 que j'ai pas vu, ça je vous en ai déjà parlé. Par contre, il y a Pas de Printemps pour Marnie que j'ai acheté en 4K, parce que je l'ai toujours pas vu. Donc voilà, il faut que je le voie avec la pauvre Tippi Hedren qui a depuis expliqué qu'elle avait été violée ou tenté de violer. Enfin, Hitchcock avait tenté de la violer, donc voilà. Bon, on est sur Hollywood des années 50, on n'est pas sur des chic types. Hein, ouais. Là, ça ressort un peu parce que avec MeToo, tout ça, on se rend compte que vraiment, on était sur des sales bonhommes. Très talentueux, mais chaud patate. Après, on rentre chez un gros poisson, là. Mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo parce que on en a déjà suffisamment parlé. Mais ce sera l'objet de la prochaine. On arrive chez Billy Wilder. Et là, Billy Wilder, ça va de là jusqu'à là. Il y a, je sais pas, d'ailleurs 14 films, 15 films. Donc bon, un peu moins, peut-être 12. Bah, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 films. Ça ne fera pas l'objet de la fin de cette vidéo, c'est beaucoup trop long. Mais bah écoutez, c'était déjà une première plongée dans ma collection de Blu-ray, vous voyez. Il m'en reste encore plein à discuter, donc ça va être une longue série de vidéos. Je le ferai à la cool, on verra la fréquence. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, j'ai kiffé le faire, c'était ça le principal. Le mec totalement égoïste. Non, mais ça m'a fait super plaisir de me lancer et de parler de ces films que j'aime et que je possède. Pour moi, le rapport au support physique, il est surtout justement dans ce côté, le fait que c'est des choses qui sont là, qui vont rester, que de temps en temps je me pose devant, je repense à ces films-là, là tu vois je les prends, chaque jaquette m'évoque le souvenir d'un visionnage, les bonus qui vont avec, moi je suis très friand des bonus, j'en parle pas toujours à chaque fois, mais il y a par exemple dans tous les DVD sur Hitchcock dont j'ai parlé, tous les DVD ont un documentaire dans les bonus très intéressant d'une demi-heure à peu près sur chaque film, qui remet vraiment le film dans le contexte, qui te donne des anecdotes, ça te fait perdurer le visionnage de manière, je trouve, moi, fascinante, quoi. Et alors, j'adore les commentaires audio aussi, donc là, on va y arriver sur les 4K, il y a des commentaires audio, mais j'ai pas de 4K. Mais voilà, donc, bah, moi, c'est ça, le support physique, c'est vraiment ça que j'aime. Il y a aussi le côté transmission, savoir que ça va rester. Normalement, je pense pas que ce support-là, les Blu-ray et les 4K, les DVD, ça l'est un peu déjà, mais les Blu-ray et les 4K, je pense pas que ça deviendra obsolète, parce que je suis pas sûr que... Bah moi, je veux dire, je les lis sur une télé que vous voyez pas, mais qui est très grande. Les Blu-ray, ils passent très très bien. Les DVD, ça picote un peu, j'avoue. Mais bon, ça va, ça continue à pouvoir se voir. Les 4K, c'est parfait. Je vois pas pourquoi on irait plus loin. C'est pas comme voilà, à l'époque des cassettes ou des cassettes ou des laserdiscs. Là, on arrive à un format sur le Blu-ray et le 4K qui, à mon avis, va être périn.
Je vois pas pourquoi on va trouver mieux. Le support physique est un marché qui s'effondre, donc je vois pas quelque chose de physique arriver et le remplacer. Donc là, je sais que je les ai. S'ils tombent pas en rade, si les résines tiennent, je les ai pour un bout de temps. Normalement, ça peut tenir quand même quelques décennies. Et donc, je pourrais les léguer à mes enfants. Je pourrais les regarder dans 15 ans. Je pourrais, voilà. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans une collection de Blu-ray, parce qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, là, maintenant, je peux. C'est pas comme les collections de cassettes qu'on va tous devoir plus ou moins bazarder à un moment, parce que on peut, sur des télé HD, ça n'a aucun sens de regarder une cassette. Là, je pense que c'est dans 10, 20, 30 ans, ce sera encore ces disques-là qu'on pourra continuer à regarder. Parce que je vois pas le home cinéma aller ailleurs. Je vois pas une technologie arriver et révolutionner la chose. Si, ce qui révolutionne, c'est le streaming, c'est ce qu'on connaît. Mais le DVD, le support physique, je vois pas. Je pense que c'est un peu l'équivalent aujourd'hui du vinyle pour la musique. C'est-à-dire que le vinyle, il y a eu d'autres choses après, il y a eu le CD aussi, hein, mais le CD, ça se lit encore. Mais pour moi, c'est le support qui va rester un peu dans le temps. Et tu vois, c'est pas les cassettes. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'investir et que j'achète maintenant un film quand je veux voir un film, quand un film me plaît. Quand je veux le voir, surtout, je regarde d'abord les prix, j'essaie d'acheter. Globalement, moi, à part quand... Le truc, c'est que souvent, par exemple, Capra, je me suis empressé d'en acheter parce que je lisais le livre et que j'avais envie d'en voir pendant ma lecture. Donc, je les ai achetés aux alentours des 8-12 euros le Blu-ray ou le DVD. Mais par exemple, Hitchcock, c'est des coffrets que j'ai eu pas cher. Par exemple, celui-là, les 3 films anglais, là, c'est un coffret que j'ai eu à moins de 15 euros. Billy Wilder aussi, c'est un coffret que j'ai acheté pas très cher quand je lisais ses mémoires. Voilà, j'essaie de trouver d'acheter en réduction quoi, quand je peux. Mais bon, maintenant, de plus en plus, avec les nouvelles sorties, j'achète les choses neuves. Donc écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un de ces 4, bientôt, j'espère. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de démarrer cette longue aventure dans toute cette bibliothèque avec vous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile, ou plutôt, bon support physique.